Et maintenant, nous allons rejoindre immédiatement au Mans Jean-Pierre Chapelle pour la fin de l'épreuve du championnat de France des 500 cm3. À vous, Jean-Pierre. Oui, François, où apparemment ici, je dis bien apparemment tout semble acquis, car indiscutablement Freddy Spencer est de loin le plus rapide. Lucinelli n'arrive pas à combler son retard et ne le comblera pas, sauf problème pour l'homme de tête. Kenny Roberts, lui aussi, a toujours des problèmes, mais a décidé de rester dans la course. Je pense, Jean-Claude, qu'il a dû crever un peu d'échappement. Voilà, il doit avoir une fuite, mais je tiens à signaler que c'est quand même l'épreuve du championnat du monde qui se déroule en France, et un championnat du monde de 500 cm3 vaut un Grand Prix de F1. Oui, effectivement. Le dernier pointage que me donne François Gomis, Spencer est en train de lâcher Lucinelli avec un écart de 5 secondes 35, tandis que Aslan n'a plus que 4 secondes 18 sur Fontan et Roberts. Donc derrière, il y a encore du pugilat. D'ailleurs, nous voyons ce groupe de 4 hommes. Voilà, Kenny Roberts est passé devant Marc Fontan. Et il double des attardés. Au garage. Oui. Marc Fontan, tout à l'heure, il faut le signaler, avait doublé Kenny Roberts. Donc Kenny n'est pas si diminué que ça, il continue à attaquer très fort. Oui, mais Kenny Roberts est quand même le pilote d'usine, le numéro 1 de l'usine de chez Yamaha. Il dispose quand même d'une moto très compétitive, malgré, même s'il a quelques ennuis techniques, comme il doit les avoir en ce moment sur une perte de puissance. Mais il a par contre sa qualité de pilotage indiscutable. Et sa moto est toujours aussi puissante que la moto de Marc Fontan. Effectivement, d'ailleurs ça se voit, puisque Marc l'avait passé, s'est fait repasser, et il a visiblement beaucoup de mal pour essayer de rejoindre Kenny Roberts. 25 secondes d'avance pour Freddy Spencer sur Ron Aslam, qui lui-même a maintenant environ 4 secondes d'avance sur Kenny Roberts. Kenny Roberts a 2 secondes derrière lui Marc Fontan. Marc Fontan est pas loin derrière l'Allemand Hervé et Barichine, qui finit finalement dans les premiers privés avec sa moto compétition client. Avec une compétition client. Oui, Barichine est loin d'être fini, croyez-moi. Et pourtant, il y a 8 mois, Barichine était un petit morceau littéralement à la suite d'une chute redoutable. Il avait de multiples fractures. Oui, mais avec un fort moral. Et en fait, oui, Barichine a toujours eu un moral fabuleux. Et il l'a bien prouvé, puisqu'en 8 mois, il s'est remis pratiquement au top niveau et continue à se battre comme un gamin, alors qu'il y a déjà plus de 12 ans de course derrière lui. Voici Spencer qui passe toujours impeccablement. On n'a jamais l'impression que ce diable d'homme va vite. Et pourtant... C'est sûr qu'il, pour l'instant, il assure, car derrière lui, c'est Marco Lucinelli, toujours de la même écurie. Et il doit y avoir sûrement des consignes. Spencer roule, il n'a plus à se bagarrer, car Kenny Roberts ne fait plus partie du peloton de tête. Et voilà. Ce qui est très impressionnant avec Freddy Spencer, c'est que pratiquement le seul pilote de 500 qui n'use pas les protections de ses genoux. Il a une position très serrée sur la moto. En fait, il écarte les genoux, mais les genoux ne frottent jamais. Alors que tout le monde a carrément les genoux complètement usés au bout d'une course. Lui, rien. La combinaison est toujours neuve. Mais poser les genoux par terre aide aussi pour certains, parce que ça fait un 3e point d'appui. Il y a les 2 roues. Ça ne frotte pas. Oui, je ne voudrais pas y être. Ça frotte pas, mais ça prend beaucoup de Je crois d'ailleurs que Jean Bescon, au passage du garage vert, là-bas, pourra nous le montrer à nouveau sous un angle impressionnant. Mais je me demande quand même si là, Spencer n'est pas en train d'attaquer un peu plus fort et de toucher. Je pense que Spencer attaque moins quand même, étant donné que Kenny Roberts n'est plus à sa poursuite, n'est plus derrière. Marc Fontan n'arrive pas, vous venez de le voir, n'arrive pas à repasser Kenny Roberts. Il reste derrière. Barichine. Quel numéro 7. Comme toujours. Oui, eh bien, d'après ce que nous venons de voir, je ne jurerai pas, messieurs, que Spencer ne touche pas le sol lorsqu'il prend le virage du garage vert. Ah oui, Jean-Pierre, là, dernièrement, je viens de faire quelques pointages. Spencer continue de lâcher Lucinelli. Il est largement plus de 10 secondes donc, entre Spencer et Lucinelli. Quant à Aslam, il est largement à 5 secondes de Roberts et qui lui-même est à 7 secondes de Fontan. Et il ne reste que 8 tours. Et il nous reste 8 tours. Freddy Spencer donc a marqué 15 points à Calamy, risque de marquer encore 15 points et dominer largement. Il semble pour ce début des championnats du monde, il semble indiscutablement que les Honda soient les machines les plus rapides. Bon, on va voir justement sur un ralenti de Spencer. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a rien à dire. Pas touché. Ah, que c'est beau en tout cas. Jean-Claude Chemarin est incapable de nous donner une réponse, et pourtant Dieu sait si je connais bien le circuit et la course.
Mais là, à mon avis, c'est vraiment super limite. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'il y ait souvent des ralentis comme ceci pour faire apprécier la moto. Absolument, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Claude. Lucinelli dans le panoramique. Qu'elle veut dire ce drapeau blanc? Une ambulance sur le circuit. Nous n'avons pas vu d'accident. Je vais demander à Henri Carrier et à Jean Bescon s'ils ont vu quelque chose sur le circuit. Non, Henri Carrier me répond que pour le moment, il n'a rien vu. Un drapeau blanc signifie une ambulance, mais là on la voit pas. Tant mieux. J'ai l'impression qu'il oscille quand même beaucoup. Vous avez vu ce plan arrière de Spencer? On a l'impression que la moto saucissonne un peu. Justement, à la sortie du garage vert, il y a un raccordement de bitume qui fait une différence de revêtement. Et c'est à ce moment-là, peut-être en montant les régimes, tu dois passer sur une bosse. De même que juste après ce passage, il y a un petit trou dans le virage de raccordement. Voilà, juste au freinage de raccordement. Maintenant, vous voyez, hop, juste au moment où il incline la moto à droite, il y a un petit trou et ce qui fait que la moto bouge. Oui, il y a un peu de wheeling quand même. Spencer fait un peu de wheeling, moins que Barichine, mais... Eh bien, actuellement, Spencer est toujours en première position avec 11 secondes d'avance sur Lucinelli, qui est lui-même à plus de 25 sur Aslam. Quant à Roberts, il remonte puisqu'il est actuellement à 4,61, alors tout à l'heure il était à plus de 7 secondes. Et Fontan suit carrément dans sa roue à 1 seconde. Donc Roberts, Fontan, la bagarre est sérieuse pour la 1, 2, 3, pour la 4e et la 5e place. C'est bien sûr pas encore la place sur le podium. Mais enfin, Fontan peut faire une 4e place. Nous n'arrivons pas à voir le numéro de cette moto, le 42. C'est-à-dire... C'est un Suisse. C'est un Suisse avec un nom assez difficile à prononcer. Rothschild Berger. Qui était loin dans les derniers de la course. Pendant que nous retrouvons Spencer, toujours à l'attaque. Il assure sa position qui est maintenant très solide en tête, il n'y a strictement aucun problème. Nous allons le voir de derrière s'il continue à... Non, là la trajectoire est impeccable. Il n'y a strictement il rentre dans le chemin en bœuf, qui est l'un des virages les plus difficiles sur le circuit du Mans, car c'est un virage qui est nécessaire de passer à grande vitesse et où on demande quand même, dans le jargon un peu pilote, avoir le gros cœur. Oui, je pense, oui. Le dernier pointage de François Gomis. C'est toujours un petit peu pareil, c'est avec la différence que Roberts est précédé par Aslam de 4 secondes 6 et Robert a donc repris 1 seconde au 24e tour et puisqu'il vient de passer devant nous à 3 secondes 68 derrière Aslam, va-t-il pouvoir remonter Aslam? Ça encore nous ne savons pas, d'autant plus que Fontan est lui-même derrière une seconde derrière Roberts, donc finalement pour cette 3e place sur le podium, rien n'est joué. En tout cas une chose est sûre, Spencer-Roberts, Spencer en tête et derrière ça va se jouer à quelques secondes. Et apparemment il ne reste plus que 4 tours. Je pense donc que Spencer assure en toute tranquillité sa course. Nous aurons eu ici beaucoup de chance au Mans malgré le froid. Heureusement pour nous, il n'a pas plu sur cette superbe épreuve des 500 cm3, car il est certain que la pluie sur ce terrain aurait faussé complètement la course, Jean-Claude. Oui, aurait faussé, étant donné que les motos sont très puissantes et il est relativement difficile de conduire des motos avec une forte puissance sous la pluie, car le revêtement est très glissant. Par ce changement d'adhérence continuel, à cause du revêtement, c'est très difficile de manier une moto quand même qui développe plus de 120 chevaux. Nous l'avons vu d'ailleurs ce matin, même simplement avec les petits 50 cm3 qui ont souffert redoutablement sur une piste détrempée. Voilà. Et ce qui aurait été dommage, c'est qu'on ne serait pas permis de voir des ralentis aussi jolis sur les langues de certains pilotes tels que Spencer. Et c'est quand même dommage. Une course sous la pluie. D'ailleurs, il est certain que j'ai du mal à apprécier leur nombre parce qu'ils sont nombreux, mais au moins 40 000 spectateurs qui sont là au Mans sont venus ici pour assister à cette superbe course et qu'ils voulaient du spectacle. Et je crois que le spectacle, ils l'ont. Oui, et puis les gens cherchent le spectacle et pour trouver le spectacle, ils sont dans les virages. Jean-François? Eh bien oui, Jean-Pierre, au 25e passage, l'avance de Spencer sur Lucky se stabilise. Finalement, c'est jamais que 1 seconde en moins, 1 seconde en plus, puisque Spencer a 13 secondes 48 centièmes d'avance sur Lucinelli, alors que l'écart entre Aslam et Roberts se stabilise à environ 3-4 secondes. Marc Fontan, notre pilote français, suivant environ 1 seconde, 1 seconde et demie derrière à Roberts, bien sûr. Je pense que nous en sommes maintenant dans les tout derniers tours. François Gomis nous fera un dernier pointage pour l'arrivée.
Et maintenant, oui, visiblement tout le monde assure, il n'y a plus d'exploit. Nous aurons sans doute, si nous pourrons le voir, un passage de Barichine sur la roue arrière. Il passe toujours la ligne d'arrivée sur la roue arrière. Et il le fait très bien. Et il le fait très bien. Kenny Roberts aussi. Kenny Roberts, mais en général, il ne le fait que dans le dernier tour. Dans le dernier tour, mais quand il est premier. Et quand il est en tête, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Car je crois que maintenant la place de Spencer est définitivement acquise. Mais on n'enlève de rien des qualités de Kenny Roberts. Non, absolument. Derrière, par contre, Jean-Pierre, il y a Barichine qui nous fait une remontée express dont il a le secret. Il est en train de remonter très fortement sur Fontan puisqu'il a été longtemps à plus de 10 secondes et maintenant il est pratiquement à 2 secondes et demie. Il pourrait bien nous faire une petite surprise vers l'arrivée. C'est bien son genre. Il reste donc 2 tours à courir lorsque Freddy Spencer va passer devant nous. Et voilà qu'il prend le virage de raccordement, donc il va passer devant nous. Je pense qu'il ne doit plus lui rester que 2 tours. Un seul tour. Je vois le promoteur de Freddy Spencer qui annonce le dernier tour. Kenny Roberts ne décroche pas de la 4e place. Marc Fontan n'arrive pas à le rattraper. Ouais, malgré ses petits problèmes techniques, Kenny Roberts fait 4e, ça lui permet de marquer des points, mais Spencer prend beaucoup d'avance. Parce que Spencer, ça lui fera 30 points, tandis que Kenny Roberts, s'il termine 4e, ne pourra marquer que 8 points. En tout, avec plus sa 2e place. Mais par contre, cette victoire de Spencer lui assure une solide place en tête des championnats du Oui, monde. c'est ce que j'étais en train de faire. Les 30 points de Spencer, les 8 que va marquer sûrement pour une 4e place, parce qu'il reste plus qu'un tour et c'est quand même un professionnel. Jean-Pierre, j'ai l'impression que l'Allemand Hervé se rapproche très fortement de Marc Fontan qui risque là de perdre sa 5e place. Cela dit, l'écart entre Roberts et Aslam est toujours d'environ 5 secondes. Fontan suit derrière à 2 secondes et demie, mais je vous disais donc, derrière l'Allemand Hervé et Chine semblent se rapprocher très fort. Je pense que nous sommes dans le dernier tour et que logiquement, rien ne devrait se passer. Cela dit, tout peut arriver, il suffit vraiment de 2-3 freinages bien sévères pour réussir à prendre la place devant. Oh là, il y en a un qui a des problèmes, mais je crois que c'était un attardé. Ça ne changera strictement rien au classement. Oui, Jean-François, une information? Oui, Fontan semble avoir des problèmes. Ça y est, l'arrivée est donnée. Voilà. L'arrivée est donnée. L'arrivée. Ah, regardez Spencer. Bon, le winning. superbe. En fin de compte, la première place permet toujours de faire du wheeling. Absolument. Mais c'est une manière de montrer leur satisfaction, leur joie. Et... Donc, victoire indiscutable de Freddy Spencer. L'arrivée de Lucinelli. L'arrivée de Lucinelli. Je pense que si nous voyons l'arrivée de Barichine, nous avons droit aussi à un festival de roues arrière. Et voilà l'arrivée d'Aslam qui lui aussi nous gratifie d'une belle roue arrière. Aslam, Roberts, 4e. Et Roberts sur la roue arrière devant Fontan. Voici au ralenti Et Barichine qui la termine. roue arrière de Spencer qui est super, vous le voyez. Ouais. Il est tout content. Il suffit en fait, quand on a l'habitude de cette moto, une bonne accélération en 3e, ça suffit. Mais il faut savoir le faire, je crois. Il faut savoir le faire, il faut la maintenir. La moto, c'est relativement difficile parce que c'est une accélération et puis la moto commence à prendre de la vitesse de plus en plus. Effectivement, Kenny Roberts avait un peu d'échappement cassé et Oui, ce qui oui. lui faisait perdre de la puissance. Effectivement. Et puis, voyons-nous là en difficulté, c'est Ferretti, l'Italien, qui apparemment n'a pas réussi à terminer la course. C'est bien dommage pour lui, mais enfin, il était très loin derrière. Nous allons donc nous regrouper ici sur la ligne d'arrivée, une ligne d'arrivée qui n'est pas envahie par les moteurs, selon les traditions du Mans, car il faut le dire que l'Automobile Club de l'Ouest a installé un nouveau dispositif. A fait un aménagement assez considérable dans la ligne droite des tribunes et pour les spectateurs, ils le voient aussi bien. Ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Mais ils ne peuvent plus envahir la piste car il y a un double mur espacé avec un fossé plein de sable mou, m'a-t-on dit d'ailleurs. Oui, mais je pense que c'est une sécurité pour tout le monde, aussi bien pour les spectateurs Absolument, que pour les oui. pilotes. Freddy Spencer est en train de faire son tour de victoire. Il va arriver devant nous pour la remise des coupes.
Je disais donc que Freddy Spencer marque 15 points, ce qui lui donne 30 points au championnat du monde et qu'il est en tête. Kenny Robert fait une bonne affaire aussi. Oui, Aslan fait une très bonne affaire. Marc Fontan, dont ne se retrouve que 5e. Il était 4e à Calamy. Pour lui, de toute façon, l'important, c'est de marquer des points dans ce début de saison. Et il en marque. Oui, ça lui fait 15 points. Ce qui est toujours honorable de 2 épreuves. Jean-Pierre 12. Oui, François. Bon, Jean-Pierre, avec beaucoup de regrets, nous allons vous abandonner, vous laisser à ce très beau spectacle. Vous voyez qui a Kenny été Roberts mis- devant vous. Jean-François, c'est à vous. Bonjour et bienvenue au Mans sur le circuit Bugatti pour la 6e édition des 24 heures du Mans moto. Une 6e édition qui a bien failli se dérouler sous la pluie. Parce que depuis 2 jours, il faut bien le dire, celle-ci tombe sans interruption. Cela dit, par miracle, vers 14h cet après-midi, celle-ci s'est arrêtée pour faire place à un très beau soleil. Cela dit, 1 heure presque avant le départ, c'était vraiment juste. En tout cas, à l'heure où je vous parle, le classement s'établit comme suit. Nous trouvons 2 Suzuki aux 2 premières places. La numéro 5, celle de Pierre-Étienne Samin, Dominique Pernet, Jean-Pierre Houdin. La numéro 6, celle de Moineau, Hubin et toujours Houdin comme 3e pilote. Nous trouvons ensuite une autre Kawasaki, celle de Lafont, Igoa, Pierre Boll. Une 2e Kawasaki, celle de Cornu, Coudray, Pellandini. La Elf, une machine pratiquement française, sauf le moteur Honda, pilotée par Christian Leliard, Dave Eldana et Walter Villa. Et une Honda officielle, celle de Raymond Roche, Dominique Saron, Guy Bertin. Alors qu'en 7e position, on trouve une première machine privée, celle de Mort, Bouillou, Château. Avec moi, Jean-Claude Chemarin, 4 fois vainqueur du Bol d'Or, 3 fois vainqueur des 24 heures du Mans, le spécialiste incontestable des courses d'endurance en France. Et bien aujourd'hui, Jean-Claude est à la retraite. Eh bien, nous allons revenir un peu plus tôt au début de cet après-midi, vers 14h45, l'heure où les 55 machines allaient prendre position sur la grille de départ. Un petit travelling sur les meilleurs des essais. C'était donc les Kawasaki numéro 2 et 1, celle de Lafont et Cornu. 2 autres Suzuki, celle de Samin et celle de Moineau. La L de Christian Leliard. Et les 2 Kawa. La première Honda officielle, une Honda 850 qui fait ici ses débuts, 858 cm3, et la Elf. Une machine française à moteur Honda, avec une technique tout à fait inspirée de l'automobile. Les Suzuki, celle de Pierre, une machine qui a fait énormément d'essais cet hiver, pour être tout à fait au point pour la première course, et les Kawasaki. Des Kawasaki qui sont extrêmement puissantes, mais qui font elles aussi leur début ici. Voilà le plan d'hélicoptère dans quelques instants le départ. Et c'est parti. Jean-Claude, un départ comme ça peut pas être finalement assez dangereux. Disons quand les conditions atmosphériques sont agréables comme en ce moment, c'est très appréciable et c'est quand même beaucoup moins dangereux que si les conditions étaient sous la boue. Oui, alors le soleil, il fait beau. Jusqu'à maintenant, plus de 3 heures de course, tout va bien. Est-ce que justement ça favorise pas un petit peu les machines d'usine qui ont pleine puissance? Si, ça favorise les Suzuki, les Kawasaki. Si les conditions changeaient, ça favoriserait les motos françaises, les Elf, car elles pourraient revenir dans le peloton de tête. Je vois dans les gens bien placés, dans les 6 premières places, c'est beaucoup de pilotes de Grand Prix. Alors est-ce que ça revient à dire que maintenant pour faire des places en endurance, il faut être un pilote de Grand Prix, un pilote très rapide? Oui, aux essais, c'est ce qu'ont démontré certains pilotes de Grand Prix, mais à l'heure actuelle, au bout de 3 heures de course, on est quand même dans une épreuve d'endurance. Alors, les 2 premières positions donc, des Suzuki, ce sont que des pilotes d'endurance, et puis ils démontrent à l'heure actuelle que les pilotes d'endurance sont à la hauteur du produit qui est les 24 heures du Mans. En endurance, annoncer des places au bout de 3 heures de course, est-ce que c'est préjugé d'un résultat à l'arrivée? Oh non, c'est un peu tôt, parce que je pense qu'en endurance, comme surtout sur une épreuve de 24 heures, il faut quand même attendre le passage de la nuit, et c'est au petit matin vers 9h qu'à partir de ce moment-là, on peut annoncer des places, car on n'est pas très loin de l'arrivée, et le plus dur est passé, c'est quand même la nuit. Alors Jean-Claude, il y a une recette pour gagner en endurance? Oui, il faut savoir économiser sa moto et s'économiser soi-même, et puis surveiller la concurrence, mais tranquillement. Passer une nuit tranquille, quand on dit tranquille, et puis éviter la chute aussi. Oui, éviter la chute. Chute qui est difficile à éviter la nuit parce qu'on ne se rend pas compte de l'huile, de l'essence et de tous les aléas.
Est-ce que vous n'êtes pas maintenant à voir toutes ces images de moto, est-ce que vous n'êtes pas justement un petit peu triste et est-ce que vous êtes vraiment content d'être à la retraite? Non, content, on est toujours un peu triste, mais j'ai eu la chance de pouvoir essayer les meilleures motos une semaine avant donc les 24 heures du Mans, et donc j'ai une petite compensation. Voilà, bien, je vais vous redonner une petite dernière fois le classement après près de 3h30 de course. Nous avons donc deux Suzuki en tête, celle de Samin-Pernay-Houdin, suivie par la numéro 6 de Moineau-Hubin-Houdin. Les deux Kawasaki suivent les deux Suzuki, celle de Lafont-Igoa-Bol, suivie par celle de Cornu, Coudray, Pellandini. La Elf arrive qu'en 5e position, c'est celle de Christian Leliard, Walter Villa, Davaldana. Alors qu'il faut reconnaître que celle pilotée par Boll et Guilleux a été retardée en début de course par des ennuis de frein. Et la première Honda se trouve donc en 6e position, c'est celle du pilote de vitesse Raymond Roche, Dominique Saron, Gilles Bertin, suivie par une autre Honda, la première moto privée, celle de Mort, Bouillou, Château. Voilà, ici tout va à peu près bien, il fait très beau. Cela dit, il reste encore beaucoup d'heures avant demain 15h. Dunac avec nous, oui, je le vois là-bas dans le petit rond. Alors Jean-François, tout de suite le point, les motos sont parties à 15h, où en est-on maintenant? Eh bien oui, Jean-Claude, avec le temps pluvieux qui régnait depuis 3 jours, début des essais sur le circuit des 24 heures, personne n'aurait pu présager du temps magnifique qui règne ici, sur la région du Mans, depuis 14h cet après-midi. Le soleil était au rendez-vous de la 6e édition des 24 heures du Mans moto à 15h aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, après bientôt 5h30 de course, on relève une nette domination de la Suzuki de Pierre-Étienne Samin, Dominique Pernet et Jean-Pierre Houdin. À 3 tours, et c'est une belle remontée, on trouve la Elf Honda RSC de Christian Leliard, Walter Villa et Dave Aldana. 3e, 4e et 5e, 3 Kawasaki, celle de Lafont-Igoa-Bol, celle de Cornu, Coudray, Pellandini et celle de Berthaud, Monin, Sibyl. Cela dit, dans une course d'endurance, rien n'est jamais joué avant le drapeau à damier. Aussi, nous nous garderons bien de faire le moindre pronostic. Prochain rendez-vous demain dimanche dans l'édition de 13h de votre journal de TF1 et bien sûr l'arrivée dans Sport Dimanche. Ici Le Mans, Jean-François Dunac, à vous, Jean-Claude Bourret. Oui, je pense que vous ferez également un point dans notre édition de 23h. La caméra a quitté ce peloton de tête et puis lorsqu'elle est revenue, eh bien, Duclos Lassalle avait disparu, il était relégué dans un deuxième peloton. Je le répète, Duclos Lassalle a été soit victime d'un accident mécanique, soit d'une chute. En tout cas, il avait fait une... Sur place par téléphone, Jean-François Dunac sur des images de la journée. Hécatombe sur le circuit des 24 heures du Mans moto, le début de la nuit a décidément éliminé nombre de favoris. On a noté tout d'abord les chutes successives des deux Honda officielles, celle de Roche, Saron, Bertin et celle de Jobert, Étienne Grosse. Éliminé aussi la Elf de Villa, Leliard Aldana après une chute de l'Italien Walter Villa. Même punition pour les deux Suzuki officiels qui, longtemps avant la tombée de la nuit, avaient mené la course. Bref, on retrouve donc en tête les deux Kawasaki officiels, celle de Cornu, Coudray, Pellandini et celle de Lafont-Igoa-Bol. Derrière eux, on note l'excellente 3e place de la Kawasaki Eurac, une machine privée pilotée par l'équipage. 15h hier après-midi, les concurrents des 24 heures du Mans motocyclistes ont vécu une nuit difficile. La pluie a en effet fait des ravages. Ce matin, il n'y avait plus qu'une trentaine de concurrents sur le circuit et 3 Kawasaki en tête, avec à la première place celle de Cornu, Pellandini, Coudray, qui a 13 tours d'avance sur la deuxième et 20... Du soleil, de la pluie, encore du soleil, les conditions atmosphériques de ces 6e 24 heures du Mans moto n'ont pas épargné pilote et machine. Pourtant, à quelques exceptions près, on se retrouve dans la même situation que cette nuit, aux alentours de 1h du matin. En tête, les deux Kawasaki officielles, celle de l'équipage Cornu, Coudray, Pellandini et celle de Lafont-Igoa-Bol. Deux machines pilotées par des spécialistes de Grand Prix, de vrais pilotes de sprint. 3e, la Kawasaki Eurac, une machine semi-primée avec Berthaud, Monin, Sibyl à son guidon. 4e, la Suzuki de Vandenmark, Muller. 5e, la première Honda, celle de Battesti, Armand, Le Bihan. Voilà le classement à quelques 2 heures de l'arrivée. Un classement qui a toutes les chances de rester le même, juste sous le drapeau à damier. Côté Elf, les machines françaises ont connu de nombreux ennuis.
Tout d'abord, hier soir, Walter Villa a fait une chute, se brisant le poignet et contraignant cette machine qui menait la course à l'abandon. Pour la deuxième moto, celle de Guilleux Faux-Bol, les disques de frein en fibre de carbone les ont obligés à effectuer de nombreux arrêts, ce qui les amène ce matin aux alentours de la 15e place avec près d'une heure et demie de retard sur les premiers. Chez Suzuki, les deux machines qui ont mené longtemps la course ont été contraintes à l'abandon après la casse de 2 tendeurs de chaîne de distribution. Il était 14h45 hier sur le circuit du Mans. Les 55 machines qualifiées à la 6e édition des 24 heures du Mans moto allaient prendre position sur la piste. La Elf, les Suzuki et les 2 Kawasaki officiels, meilleur temps des essais. Une machine officielle française, la Elf, avec Christian Lelière à son guidon. Et bien sûr, Jean-Claude Chemarin, le roi de l'endurance, aujourd'hui à la retraite. Un Jean-Claude Chemarin bien triste de voir Christian Leliard sur une machine tout à fait efficace. Jean-Claude Chemarin, pas un peu triste devant la machine de Christian Leliard? C'est la première fois que vous participez pas aux 24 heures du Mans? Ah oui, c'est la première fois sur 13 ans de compétition que je ne participe plus aux courses de 24 heures. Bon, mais j'ai eu la chance que Christian m'ait prêté sa moto, j'ai pu l'essayer, j'ai fait quelques tours. Je suis très content. C'est quelque chose de nouveau, la machine de Christian? C'est quelque chose de bien différent par rapport aux autres motos, mais ça demande un temps d'adaptation. Mais Christian est adapté, je crois, depuis 2 ans, il la connaît parfaitement. Christian, cette machine qui est d'une conception tout à fait spéciale, d'après vous, honnêtement, c'est beaucoup mieux qu'une machine de conception classique? Silas, qu'à l'heure actuelle, nous en sommes encore au début. C'est la 2e année que nous participons donc au 24 heures du Mans. Nous sommes vraiment dans le plateau de tête avec les motos d'usine. Je pense que André de Cortance et Elf ont ouvert une voie sur l'avenir. C'est sûr qu'il y a de la concurrence étrangère de haut niveau, mais jusque-là, nous n'avons jamais buté sur un problème et je pense que la voie est vraiment ouverte pour le futur. 14h55, dans quelques instants le départ, un départ en épi, une formule relativement dangereuse et qui va parfaitement se passer. Grâce à l'hélicoptère de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, voyons le virage de la Chapelle. Déjà, les 55 concurrents se sont étirés sur une grande longueur. En tête, les 2 Suzuki, une Kawasaki, la Elf et le reste du peloton. La nuit verra l'abandon des Suzuki sur panne de distribution. Elle verra aussi la chute des 2 Honda officiels et celle de la Elf de Walter Villa. Si bien qu'au petit matin, la cause était entendue. 3 Kawasaki en tête, celle de Cornu, Coudray, Pellandini et celle de Lafont, Igoa, Bol. Première machine privée, une autre Kawa, celle de Berthaud, Bonin, Sibylle. 4e, une Suzuki, celle de Vandenmark, Muller, Houdin. Et 5e, la première Honda, celle de Battesti, Armand, Le Bihan. Comme à l'habitude, l'envahissement de la piste, désormais traditionnel pour une triple victoire des Verts. Prochaine épreuve du championnat du monde la semaine prochaine à Silverstone. Une bonne occasion de revanche pour Suzuki. Merci Jean-François Dunac. Jean-Renal, alors on a... Sans doute une stratégie d'intimidation, un choix délibéré efficace, il faut bien le reconnaître à court terme. Suzuki choisit une tactique, Kawasaki en choisit une autre. Deux manières d'aborder la course qui ne sont pas les mêmes. J'engage 3 pilotes, eux n'en engagent que 2. Ça veut dire qu'à chaque démarrage d'un pilote qui n'a pas tourné encore, on est un petit peu pénalisé par ceux qui ont déjà tourné, qui tournent plus vite. Vous ravitaillez aussi tous les 50 minutes, alors que Suzuki ravitaille à peu près toutes les 1h05. C'est un handicap supplémentaire. Non, je pourrais aller plus loin au point de vue ravitaillement, mais je vois pas l'intérêt. Je pense qu'au bout de 50 minutes, un pilote a sa dose, et vu le trafic qu'il y a sur la piste actuellement, c'est préférable d'avoir toujours des gens très frais. Pour Dominique Meillan, le responsable Suzuki, les projets s'effondrent en moins d'1 heure. Moineau casse un piston et à 21h30, la chaîne de distribution de la moto de tête casse à son tour. C'est fini pour Suzuki. Les Kawasaki se retrouvent donc en tête et le seul fait majeur de la nuit est la pluie qui tombe à partir de minuit. Elle n'arrêtera pas la marche en avant de la moto verte de Cornu, Coudray, Pellandini. Il fait très froid sur le circuit et même au milieu du bruit, pilotes et mécaniciens essayent de récupérer. C'est l'heure du petit déjeuner pour le Suisse Jacques Cornu.
vous avez dormi combien de temps? Un quart d'heure depuis hier matin. Et ça vous suffit? Un petit Suisse, il encaisse tout. Non, c'est rien de trop, c'est sûr, mais c'est difficile de dormir parce qu'on a des relais. On a 150 minutes, le temps de s'arrêter, de se changer, de manger quelque chose, de se calmer. C'est surtout nerveux, on n'arrive pas à dormir, c'est au point de vue nerf. Les 24 heures du Mans en moto, conditions difficiles, la pluie, le soleil, donc beaucoup de chutes puisque l'adhérence changeait constamment. Course d'endurance montant pour le championnat du monde, triomphe de l'industrie japonaise, 29 concurrents ont terminé sur 55 au départ.